Sur les plus de 500 situations d'affrontement, de révolte que j'ai repérées et analysées pour 2009, c'est vrai qu'il y a des situations extrêmement diverses, mais il y a quelques grandes lignes de force. D'abord, celle qu'on a connue en France, la mort d'un jeune dans laquelle la police est soit impliquée, soit soupçonnée d'être impliquée, et qui provoque la colère et des jeunes et des camarades et des familles et des voisins. On retrouve ça sur tous les continents, et puis sinon il y a des conflits plus différents, plus comme par exemple des coupures d'électricité dans les villes qui sont des quartiers entiers délestés parce que on met l'électricité sur des entreprises. Alors ça c'est en Amérique latine, en Afrique, au Pakistan, en Inde, ça provoque des émeutes. La réduction des quartiers les plus pauvres pour construire, pour transformer la ville et construire des logements plus chers la plupart du temps, provoque des émeutes de favelas en Amérique latine, des émeutes de township en Afrique du Sud, de bidonvilles en Afrique tout court, en Algérie par exemple. Voilà, ces dernières semaines, il y en a eu toute une série en Algérie. Il y a la colère, les différences situation de colère qu'on peut trouver qui concerne la jeunesse scolarisée, qui est sur tous les continents régulièrement en situation d'affrontement avec les forces de police en Amérique latine, en Afrique. Voilà. Et puis il y a des conflits plus classiques, des conflits économiques classiques qui prennent des tournures, je dirais, émeutières, comme des conflits du travail. On en a eu des exemples l'année dernière en Espagne, dans le nord de l'Espagne, à Vigo, en Chine, on le sait bien, puisqu'il y a un chef d'entreprise qui a été tué à la suite d'un assaut donné par ses salariés au bureau de l'usine. Il y a même une usine qui a été entièrement brûlée au Bangladesh l'an dernier. Donc voilà, les émeutes de la faim bien sûr en 2008, mais qui sont en règle générale, qui prennent la forme partout sur place, ce qu'on dit plutôt d'émeutes de la vie chère, enfin contre la vie chère. Les gens qui ont faim et qui connaissent la faim aujourd'hui, notamment dans le Sahel, ne provoquent pas d'émeutes. C'est ça qui est étonnant d'un bout à l'autre de la planète, c'est que si on prend les images et si on prend les gros plans des acteurs, on a des fois du mal à localiser le pays, le continent et la raison. Les mêmes silhouettes, les mêmes voitures qui brûlent, les mêmes groupes mobiles dans les rues des villes. Il n'y a pas de... On a abandonné les modes opératoires du 19e et du 20e siècle, et on ne voit pas les barricades, on ne voit pas les combats de rue classiques, les drapeaux, etc. Non, il y a un autre répertoire qui s'est mis en place et qu'on retrouve dans toutes les situations, et qu'on retrouve y compris dans les situations de conflit social classique qui ne tournent pas forcément à l'émeute, mais qui empruntent à l'émeute des images. Il n'y a pas de conflit du travail, une fermeture d'usine un petit peu dure qui ne provoque pas des pneus qui brûlent au milieu de la rue. Enfin voilà, comme ça une imagerie qui est mise en ligne et qui est diffusée, partagée dans nombre de cas par les acteurs eux-mêmes qui enregistrent grâce au portable notamment ce qui est en train de se passer et qui mettent ça sur des petits clips de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes sur YouTube. Et ça circule, j'en ai là aussi quelques centaines depuis 3 ans que je regarde ce phénomène. D'abord, disons qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui échappent. Mais il y en a qui échappent, et qui échappent de façon un peu surprenante, parce qu'on pourrait se dire que toutes les conditions se réunissent. Par exemple, j'ai peu repéré d'émeutes en Russie. Je dirais qu'il y a comme la Russie, dans d'autres situations parfois, il y a des États qui sont au-delà de l'émeute, c'est-à-dire que le divorce entre le peuple et les pouvoirs est tel qu'on est plus dans le mépris réciproque, la peur ou la guerre.
ou l'affrontement latent ou permanent qu'on retrouve dans les villes du Brésil, par exemple. Et il y a un autre pays qui échappe en partie, alors qu'il avait un long passé d'émeutes urbaines au siècle dernier, ce sont les États-Unis. Voilà. Des fois, des mêmes situations qu'on pourrait connaître en Europe ne provoquent pas des colères aussi violentes ou aussi durables. La mort d'un jeune dans le métro d'Auckland le 31 décembre 2008 n'a provoqué qu'une seule nuit d'émeute. La même situation en France ou en Grèce, on a provoqué 3 semaines. Voilà, peu de temps avant. Donc on peut s'interroger là sur quelque chose qui est peut-être plus rassurant, c'est-à-dire que vraisemblablement, dans ce pays, aux États-Unis, c'est un peu vrai au Brésil, d'une autre façon, il y a un discours volontariste du pouvoir, notamment depuis la campagne électorale d'Obama aux États-Unis, pour dire, au fond, tout le monde fait partie du pays, personne ne sera laissé sur la touche. Il n'y a pas d'exclusion, a priori, d'une partie de la population du champ de l'action publique. Et cette conception inclusive du sentiment national, si ça ne règle pas les situations objectives, ça ne règle pas ni la pauvreté ni la souffrance, en tout cas, ça permet de ne pas avoir des explosions de colère dues au fait, la plupart du temps, que non seulement on est en difficulté, mais qu'en plus on est visiblement invisible ou considéré comme invisible, ou que la souffrance est considérée comme légitime par les pouvoirs. Cette capacité à inclure tout le monde est une des meilleures préventions contre les explosions de colère qu'on appelle aujourd'hui les émeutes, riot, disturbios, baotung en chinois, intifada en arabe, parce que le phénomène international a construit comme ça un lexique qu'on retrouve dans le vocabulaire officiel, puisque c'est en général le nom des forces de police qui sont chargées de les réprimer.